Pour commencer la création de notre PCB, on va commencer par ouvrir l'éditeur de schéma, qui va nous permettre de tracer le schéma électrique du shield du Keycube. La première chose qu'on va faire, c'est commencer par ajouter des symboles qui vont représenter les différentes parties de notre schéma électrique. On va commencer par ajouter le picot, puis les différentes pins sur lesquelles on viendra brancher plus tard les matrices. On prend ici des pins de 12 pour avoir la place de mettre toutes les LED, ainsi que l'entièreté des touches. Là je duplique les pins, afin qu'on en ait à la fois 5, une par matrice, et une sixième qui servira de pin externe pour l'écran et les utilitaires. Je commence par renommer ma première série de pins extérieur 1, et je vais continuer en renommant les autres matrices M1, M2, M3, M4 et M5. Je vais ensuite replacer ces matrices de manière à ce que le schéma soit beaucoup plus compréhensible. Le but est de mettre la matrice 1 en haut à gauche, ensuite la matrice 2 en dessous, la matrice 5 en dessous de ces deux, et les matrices 3 et 4 se retrouveront, elles, à droite du picot, comme le montre le schéma affiché à l'écran présent. J'ajoute ensuite un premier label, Ground, que je vais venir placer sur le ground numéro 2 du picot, qui est donc placé sur la pin 8. Je vais ensuite commencer par ajouter un second label, que je vais appeler GP06 et qui sera branché sur la pin 9, aussi appelée GP06. Je vais dupliquer ce label et procéder de la même manière pour le GP07, 08, 09 et ainsi de suite jusqu'au GP28. Comme tout ça est très répétitif et assez fastidieux, je fais un petit accéléré. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Une fois la totalité de ces labels placés, je place quelques labels ground et quelques labels V, qui vont correspondre à la borne plus et à la borne moins, sur la pin extérieure afin qu'ils puissent être utilisés par l'utilisateur en cas de customisation du cube. Je vais ensuite placer un label V sur chaque pin numéro 1 des matrices. Le but étant de pouvoir alimenter les LED qui seront branchés sous les touches. Et je fais pareil pour le ground que je branche sur les pins 2 à chaque fois. Je vais ensuite relier les pins GP via les labels que l'on a créés juste avant aux bons endroits sur les bonnes matrices. Alors vu que c'est un peu technique et que je ne peux pas vraiment expliquer pour chacun le plan, je vais vous mettre à l'écran, durant l'accéléré qui va suivre, le schéma final afin que vous puissiez mettre pause et placer les labels correctement. Le but ici est de reproduire le schéma des matrices qui doivent être branchées en carré. C'est pour éviter ces branchements que l'on crée un shield. Je vais ensuite faire un petit peu d'espace afin que le schéma reste clair quand on va commencer à relier les matrices entre elles. Pour commencer, je vais m'occuper des pins extérieurs
Et je vais venir brancher la pin numéro 1 sur le 8, la 9 sur la 2. On va pas oublier de sauter la 3 qui est un ground. Et on va finir de relier les pins jusqu'à la pin 6 à l'extérieur 1. On va ensuite relier la première des matrices à la pin numéro 6, qui est laissée libre volontairement à cette occasion. Et on va ensuite relier les matrices par le biais de leurs pins 11 et 12 entre elles dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on démarre par la matrice 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, et on finira par la 5, qui elle aura sa pin 12 libre. Le but étant que si l'utilisateur veut brancher une matrice supplémentaire en série, il pourra utiliser cette pin pour le rétroéclairage. On va ensuite assigner les empreintes. On utilise ce menu. On voit que automatiquement dans la librairie que l'on utilise, le picot est déjà assigné. Donc on n'a plus qu'à assigner l'empreinte que l'on veut sur les pins. Alors je vais utiliser les pins verticales 2 mm. En double-cliquant dessus, dans le panneau de droite, je peux l'assigner sur le panneau central, comme ici. Je vais donc répéter l'opération pour l'entièreté des pins, afin que chacun ait la même empreinte assignée. Et ensuite j'applique, et on peut passer à la suite. En cliquant ici, je passe dans l'éditeur de PCB. Bienvenue dans l'éditeur. C'est ici qu'on va commencer à former vraiment le circuit. J'importe depuis le schéma les éléments du PCB. Donc, ce que l'on voit actuellement à l'écran correspond aux empreintes que l'on vient d'assigner. Je vais placer la matrice 1 en haut à gauche, la matrice 2 en haut à droite, même si on pourrait également la mettre au même emplacement que prévu dans le schéma électrique, c'est votre choix. La matrice 3 en dessous, et la matrice 4 en bas à gauche. Ce qui est important de retenir, c'est que la matrice 5 doit être à l'horizontale en dessous, avec la matrice extérieure. Avec les pins extérieurs. Je viens la replacer un petit peu plus haut. Il faut toujours laisser un peu de marge entre les pins et le picot. Mais on essaie de gagner le maximum de place quand même. On peut utiliser le rendu 3D ensuite pour regarder un petit peu comment le PCB réagit. Mais avant, je vais utiliser le plugin Free Routing qui est présent dans KiCad dans le manager de plugins afin de créer les routes automatiquement. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Une fois l'opération terminée, on voit que nos routes sont apparues et on va procéder à un rapide examen de celle-ci. Le plugin n'étant pas infaillible, il arrive quelquefois que certains points devant être reliés entre eux ne le soient pas, ou que certaines routes ou résidus de routes subsistent malgré le fait qu'ils ne soient reliés à rien. Le but est de les identifier, de les supprimer, ou de corriger les éventuelles erreurs. Ici, il ne semble pas y avoir de problème. De toute façon, cela est confirmé par le diagnostic final. On en reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, rien à signaler. On va donc pouvoir passer à la suite. Et on va commencer par regarder un petit peu comment est notre PCB. On peut voir ici qu'il y a beaucoup de marge, notamment sur les côtés. C'est normal étant donné que nous n'avons pas encore défini de limite précise pour le PCB. C'est ce qu'on va faire maintenant. On sélectionne l'outil rectangle et les edge cuts dans les couches. Et l'on vient non pas sélectionner, mais l'on vient tracer un rectangle autour de notre PCB. Le but est de laisser un petit peu de marge, mais d'essayer de les réduire quand même. On peut voir ici qu'en utilisant l'outil, on déplace l'entièreté du PCB,
Il va donc falloir utiliser Shift-clic afin de pouvoir réduire la taille de cette zone. Si d'aventure il n'y avait pas assez d'espace entre les routes et les bords du PCB, l'exportation finale produirait une erreur. On peut laisser un peu plus de marge en bas, le but étant d'en laisser le moins possible en haut, étant donné qu'on a besoin d'accéder au port USB-C du Pico. On va regarder ce que ça donne dans l'éditeur 3D. On peut voir que les marges sont bien moins importantes qu'avant. À ce stade, notre PCB est presque terminé. Il nous reste cependant quelques étapes encore. On va commencer par remplir cette zone. On va utiliser l'outil approprié. On se place bien sur la première couche de cuivre, c'est important. En cliquant, on valide bien la deuxième couche également. Et on vient entourer l'entièreté de la zone de notre PCB avec l'outil en question. Une fois fini, on appuie sur la touche B pour remplir cette zone. On peut voir dans l'aperçu 3D un petit peu les changements qui ont été effectués. On peut voir notre circuit apparaître. Et à ce stade, on en a presque terminé. Restent seulement les vérifications finales auxquelles on va procéder avant d'utiliser ce bouton pour l'export. On va donc procéder aux vérifications dans l'outil et on peut voir ici qu'il n'y a pas d'erreur, quelques warnings que l'on peut ignorer, mais l'essentiel étant qu'il n'y ait pas d'erreur. Si d'aventure vous en avez, il suffit de lire pour pouvoir les corriger. En appuyant sur ce bouton, on peut donc exporter. On peut voir ici, dans la production, l'entièreté des fichiers dont l'on a besoin pour l'export du PCB.